Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Sonatine, présentent La collection de Paul Cleave, interprété par Philippe Paulet. Prologue. Emma Green espère que le vieux n'est pas mort. Cela fait partie des moments dans la vie où l'on pense à une chose en priant pour son contraire. Ce qui est mort, en revanche, c'est le restaurant. En 1 heure, il n'y a eu que 2 clients qui n'ont rien commandé d'autre qu'un café, mais son patron n'est pas du genre à autoriser ses employés à rentrer chez eux avant la fermeture, pas même un lundi soir tranquille. De même qu'il n'est pas du genre à être de bonne humeur dans ces cas-là. La voiture d'Emma est garée sur le parking à l'arrière avec celle de son patron et quelques autres. Des caisses de lait sont empilées contre une benne à ordures sur le côté et une odeur de choux flotte dans l'air. L'endroit laisse à désirer côté lumière. Mais il y en a suffisamment pour voir le vieil homme affalé sur le siège avant, avec la bouche ouverte et les yeux fermés, la tête penchée sur le côté, le portrait craché de son grand-père le jour où il n'est jamais ressorti des toilettes et qu'ils ont dû enfoncer la porte il y a 2 ans. Elle s'approche de la voiture et regarde à l'intérieur. Un filet de salive pend de sa lèvre inférieure sur sa poitrine. Ses cheveux ont reculé sur son front aussi loin que peuvent le faire des cheveux avant que l'on parle de calvitie. Elle le reconnaît. Elle l'a servi il y a 2 heures. Un café et un scone, assis dans un coin avec un journal, à essayer de compléter la grille des mots croisés. « Lieu de résidence du diable », murmurait-il en boucle en tapant son stylo sur la table. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, pensant connaître la réponse, mais c'était un mot en 5 lettres, et Christchurch en compte 12. « Hadès », lui a-t-elle soufflé. Après quoi, il lui a souri et l'a remercié et s'est montré parfaitement charmant. Elle veut frapper à la vitre pour vérifier qu'il dort, mais alors il risque de se réveiller en sursaut et elle de se retrouver dans une situation très embarrassante. Dans l'éventualité où il ne dormirait pas, peut-être que son cœur s'est arrêté il y a seulement quelques secondes et qu'il suffirait d'un petit coup de fouet pour qu'il redémarre. Mais ça ne tient pas debout. Il a quitté le café il y a plus d'1 heure. À moins qu'il n'ait continué les mots croisés, pourquoi aurait-il passé 1 heure dans sa voiture pour y mourir subitement? Après tout, peut-être que le diable l'a emporté. Elle le fixe à travers la vitre. Elle fait mine d'avancer la main, mais s'arrête avant de toucher la portière. Elle devrait laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Mais cela ne changerait rien au fait que le vieil homme serait toujours aussi mort demain matin, seulement un peu plus pauvre et dépossédé de son autoradio. Si c'était elle qui venait de mourir dans cette voiture, est-ce qu'elle aimerait que les gens poursuivent leur chemin comme si de rien n'était? Elle toque à la vitre. Il ne bouge pas. Elle recommence. Rien. Son estomac se noue quand elle agrippe la poignée. La portière n'est pas verrouillée. Elle l'ouvre en grand et pose plusieurs doigts sur son cou. Au passage, son poignet se prend dans le filet de bave, de sorte qu'il pendouille à son bras comme une toile d'araignée. Sa peau est encore chaude, mais elle ne trouve pas de pouls à cet endroit. Alors elle déplace ses doigts et... il suffoque et recule. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» éructe-t-il, clignant des yeux avec force pour s'éclaircir la vue. « Qu'est-ce que tu fiches ?»« Espèce de sale petite voleuse !» s'écrie-t-il, toute ressemblance avec son grand-père envolé, du moins son grand-père avant Alzheimer, tandis qu'il l'attrape et l'attire vers lui. « T'essayais de me... Je croyais que... Sale garce !» s'exclame-t-il avant de lui cracher dessus. Il sent la transpiration de vieux, la nourriture de vieux, ses vêtements sentent le vieux et ses doigts osseux se cramponnent à elle.
Elle a un haut-le-cœur. Cette position lui fait mal au dos. Toutes les positions, ou presque, lui font mal au dos depuis l'accident l'année dernière, et elle essaye de lui faire lâcher prise. « Tu voulais me voler !» l'accuse-t-il. « Mais non, je travaille au... » se défend-elle, mais ses mots se noient dans ses larmes. « Je vous ai servi un café et un scone, et je pensais que vous... » De près, son haleine est presque assez chaude et humide pour faire couler son maquillage. Elle n'a pas le temps de terminer ce qu'elle veut dire. Il la lâche et la gifle. Fort. Plus fort qu'elle n'a jamais été giflée en 17 ans sur cette terre. Sa tête pivote sur le côté et sa joue est en feu. Ensuite, les mains du vieil homme se retrouvent sur sa poitrine. Elle croit d'abord qu'il essaie de la tripoter, mais il la pousse en arrière et les étoiles apparaissent en tourbillonnant au-dessus de sa tête. Son dos heurte le bitume, ses mains amortissant la chute. La portière claque, la voiture démarre, il baisse la vitre et lui hurle une autre insanité avant de filer, mais le bruit du moteur et le sang qui afflue à ses oreilles l'empêchent de l'entendre. Il fonce vers la sortie et cogne le bord de la benne en serrant le mur d'un peu trop près. Il la raye sur une bonne longueur. Alors qu'elle s'attend à ce qu'il pile et qu'il recommence à l'insulter, il sort du parking en trombe et déboule dans la rue, où les freins d'une autre voiture crissent et un conducteur crie « Connard !» Elle reste assise par terre, en colère et en pleurs, son sac à main à côté d'elle, son contenu éparpillé dans une flaque sur le bitume. Son premier réflexe est de retourner à l'intérieur pour raconter l'incident à son patron, mais il lui rétorquera qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Une autre chose à savoir sur lui, c'est que rien n'est jamais de sa faute, et en l'occurrence, il pensera qu'elle lui adresse des reproches déguisés. Elle se relève et regarde ses mains. La peau de sa paume droite est arrachée et toute boursouflée. Au moins elle ne saigne pas. Elle essuie ses larmes. « Connard !» murmura-t-elle. Elle sent le vent chaud qui la pousse et tiraille ses paumes abîmées, les gonflant comme des parachutes miniatures. Elle ramasse ses affaires, les fourre dans son sac, puis y replonge la main à la recherche de ses clés, qui n'y sont pas. Elle s'accroupit de nouveau. Elle les avait pourtant bien à la main en arrivant sur le parking, non? Elle commence à pivoter sur ses talons, les repère derrière la roue arrière d'une Toyota sale et défoncée. Alors qu'elle s'approche et se penche pour les attraper, elle entend des pas qui accourent vers elle. Elle lève la tête et distingue la silhouette d'un homme qui se détache contre la lumière d'un des réverbères. Dieu merci, quelqu'un est là pour lui venir en aide. Merci est tout ce qu'elle a le temps de dire, puis la panique totale lorsqu'il lui saute dessus. Elle n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Lorsqu'elle essaie de se défendre, il lui cogne la tête par terre tellement fort, en guise de récompense, que toutes les lumières du parking s'éteignent. Elle sent que le monde lui échappe. Elle a l'impression de résister, mais elle n'en est pas certaine, car c'est comme si elle sombrait dans un rêve. Son grand-père lui sourit, le vieil homme dans la voiture. Elle laisse tomber un café plus tôt dans la journée, se fait engueuler par son patron, son copain veut passer la nuit chez elle. Enfin, elle imagine que Satan prend ses quartiers à Christchurch et impose ses amis à la ville, avant de nier purement et simplement ce qui se passe. Mais en dépit de tous ses espoirs, le monde s'éloigne. Lorsque le monde refait son apparition, c'est sans indication de temps, exactement comme l'année passée après son accident. Elle a été fauchée par une voiture, mais n'en garde aucun souvenir. Impossible de se rappeler l'heure qui a précédé l'accident ou la journée du lendemain. Cette fois, elle se rappelle. Elle est allongée sur un matelas qui, quand elle roule, n'a pas de fin. Ses poignets lui font atrocement mal et sont attachés dans son dos. Ses jambes sont attachées aussi, reliées à ce qui lui entrave les mains. Le mal de tête est pire que tout. La pression derrière ses yeux si intense que le bandeau qui les recouvre les empêche sans doute de sortir de leurs orbites. Elle a soif, elle a faim, et cela sent le chaud et le renfermer. Il doit faire plus de 30 degrés. Il fait noir. Elle se met à pleurer. Ce n'est pas un hôpital. On va la laisser cuire, ligoter dans cette fournaise.
Des pas. Une latte de parquet qui grince. Un verrou qui coulisse, et puis une porte s'ouvre. Quelqu'un s'approche d'elle. Elle entend respirer. Elle essaie de parler sans y parvenir. Elle pense à ses parents, à ses amis, à son copain. Elle pense au vieil homme au café, et elle se promet de ne plus jamais aider personne si elle s'en sort vivante.